Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui, je suis vraiment en joie, je dois le dire, de recevoir Laurence Aurat, qui est connue sur Instagram sous le nom de la psy des kilos, donc ce qui veut en dire déjà beaucoup. Et Laurence est psychologue, diététicienne, autrice, conférencière. Elle est passionnée par le lien entre nos émotions, notre alimentation et notre rapport au corps, et on sait combien c'est important à la ménopause. Et Laurence intervient également dans les médias, notamment, elle est intervenue auprès de Michel Simès. Et elle a publié un livre qui s'appelle La Révolution Ménopause, qui est son dernier ouvrage. Donc, je vais pas dire oui, voilà. Ah ben Laurence, alors pour celles qui nous écoutent, peut-être ne peuvent pas le voir, mais on pourra le montrer à celles qui vont regarder la vidéo sur YouTube. Donc, je vous proposerai à la fin de montrer votre livre, C'est Laurence. gentil. Et donc, je vais m'arrêter là parce que j'ai vraiment envie de vous entendre et de vous laisser vous présenter et nous dire pourquoi vous vous êtes intéressé à ce sujet. Ah bah me présenter, vous l'avez déjà fait très bien. Je vais peut-être ajouter une chose qui est en lien avec notre sujet, c'est que j'ai commencé à écrire ce livre, j'avais 54 ans, je crois, et j'ai commencé à écrire ce livre parce que je me rendais compte avec mes patientes que je vois au quotidien qui petit à petit évolue en âge avec moi par une petite magie de la rencontre thérapeutique qui fait que je pense que souvent on a envie de s'adresser à quelqu'un dont on pense qu'on croise à peu près les mêmes problématiques ou qu'elles croisent les mêmes problématiques. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à la ménopause parce que quand je posais la question à mes patientes de qu'est-ce elles en étaient où, hormonalement parlant, par rapport à la ménopause, je pose cette question souvent à partir de 45-47 ans, ben, je me rendais compte qu'elles ne savaient même pas ce que voulait dire ce mot. Qu'elle disait bah, je suis pas très sûre, enfin je sais pas, et que petit à petit par une espèce d'enquête sur plusieurs thématiques, le sommeil, la sexualité, les changements du corps, les douleurs articulaires, le flou cognitif, bah, elle se rendait compte qu'en fait, il y avait un certain nombre de symptômes qu'elle n'avait pas rattachés à la ménopause qui étaient bien, qui parsemaient leur quotidien. Donc, je me suis dit que puisque je ne voyais rien vraiment émerger, ni en librairie, il y avait quelques livres, mais vraiment très rares. Moi, le mien est sorti en septembre 2023. C'était un sujet en septembre 2023 qui était encore totalement confidentiel. Vraiment, ça s'améliore un petit peu et encore, j'ai peur de dire ça, mais d'avoir un effet en fait de halo et puis une espèce de recrutement de mes informations et les réseaux sociaux qui m'envoient des informations autour de cet âge de la cinquantaine. Mais je suis même pas sûre que en fait la société ait vraiment évolué en 2 ou 3 ans. Je pense que j'ai évolué et que les gens avec lesquels je discute de ça évoluent sur ce sujet. Mais franchement, moi, le jour où j'ai dit à mes amis qui m'ont dit, tu quoi, tes projets en ce moment, j'ai dit, ben, je commence à écrire un livre sur la ménopause. Franchement, je serais montée debout sur la table, j'aurais enlevé, je sais pas quoi, mon soutien-gorge. J'aurais pas eu une réaction plus Oui, oui. Plus effarée oui. que ce que j'avais en face de moi. Et voire même un peu goguenarde ou gênée de la part des hommes autour de la table qui se sont empressés de discuter de trucs soi-disant masculins et pour laisser les gonzesses parler de leurs trucs de bonne femme. Voilà, exactement. Et voilà, donc je me suis dit que ce livre, il était important. Il était important pour moi dans ma pratique et dans mon vécu, parce que moi aussi, je suis arrivée dans ce même état de méconnaissance. Et il était important sûrement pour celles qui auraient besoin d'aller chercher de l'information et un accompagnement, parce que c'est comme ça que je l'ai construit en fait. Je peux vous expliquer pourquoi je l'ai appelé la révolution ménopause, Ah peut-être? bah oui, 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 avec Ouais. plaisir. Parce l'idée de la révolution, en fait, ça m'est venu, c'est pas que la révolution sociétale, il y a toute une partie sur la dimension sociétale, de la façon dont on considère la ménopause en France. Et donc, j'avais vraiment l'impression qu'il fallait un peu lever le poing et dire, bah, on existe, etc. Mais bon, on en reparlera peut-être au cours de notre discussion. Euh, il est donc organisé en trois grands temps, la dimension et la révolution corporelle, le chamboulement, vraiment la révolution, là, pour le coup, au sens de ça brasse, c'est le chaos, ça change
et comme tout changement, même dans la douleur, il éclot quelque chose. La révolution psychologique, psycho-émotionnelle, et qu'est-ce qui se passe en termes émotionnels, familial, les enfants qui partent, etc. La dépression, enfin bon, bref, tout ce qui peut arriver, le flou cognitif, difficulté de sommeil, l'impression de plus avoir d'énergie, d'être amoindri, vulnérable. Donc ça, c'est vraiment toute la dimension psychologique et donc la dimension sociétale. Et pour moi, la révolution, elle s'entend dans la dimension de le point levé, la dimension de le chaos et la dimension aussi de faire un tour sur soi, comme une révolution d'un astre, un tour sur soi pour regarder en fait ce qui se passe, le champ des possibles, ce qui s'ouvre à soi. Donc, c'est aussi quelque chose de très intime et de très individuel, de très personnel, cette révolution-là, qui va amener à un autre temps de vie qui est long. Contrairement à ce qu'on pense souvent, on a l'impression que la ménopause, c'est juste l'arrivée de la ménopause, c'est la fin de la vie génitale, la fin de la fertilité, la fin de la vie maternelle, etc. Mais c'est aussi une grande page qui s'ouvre de 40% de la vie. Mm. Et On oui. passe 40% de sa vie en ménopause. Mm. Et oui, et je me retrouve tellement dans ce que vous êtes en train de dire parce que moi-même, quand j'ai commencé avec mon site à parler de ménopause, quand j'ai créé ce podcast, voilà, c'était le premier podcast francophone sur le sujet. Et bah, comme vous, je me suis heurtée à des incompréhensions, à mes amis qui me disaient, oh là là, mais t'es sûre, c'est vraiment pas glamour, hein. Tu vas perdre des followers. Et bon, mais pas, voilà, j'étais quand même animée aussi pour avoir passé par tout ce que vous racontez et je ne savais pas ce qui m'arrivait non plus. Voilà, donc tout ce chamboulement et c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, on n'en parlait vraiment pas. Donc bah, merci à vous de prendre la parole aussi sur ce sujet. Je pense que plus on sera nombreuses à véhiculer notre parole sur ce sujet, plus ça va libérer aussi la parole des femmes, qu'elles osent. Parce que des fois, elles vont consommer du contenu, mais elles vont pas oser aller demander, voilà, oser demander de l'aide à des personnes qui peuvent vraiment, comme vous avez très bien dit, accompagner. Parce que pour moi, c'est vraiment ça, c'est un accompagnement dans cette transition. Mais on parlera tout à l'heure justement de comment vous retrouver pour cet accompagnement-là. Et alors, justement, vous en avez touché un mot, la ménopause, elle peut vraiment être vécue comme un choc. Moi, ça a été le cas parce que je ne savais pas ce que c'était. Je savais même pas, je connaissais à peine le mot. Je savais pas ce qu'était une hormone. Donc, quand on m'a annoncé que j'étais en périménopause, ça a été vraiment un choc. Et alors, aujourd'hui, avec le recul, quels conseils vous pouvez donner aux femmes pour aborder cette période dans un état d'esprit, on va dire, plus serein et peut-être un peu plus positif, parce qu'on voit tout le côté négatif. Mais ben moi, j'ai appelé mon podcast Ménopause et Renaissance parce que c'est comme ça que je le vis aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Donc, comment on peut un petit peu donner des conseils pour aborder cette période un peu plus positivement? Oui, alors c'est vrai que déjà, il faut savoir de quoi on parle. On parle de périménopause pour toute la période antérieure à l'installation claire, explicite de la ménopause, c'est-à-dire 12 mois consécutifs sans règles. Tout ce qu'il y a avant, c'est la périménopause. Une fois que la ménopause est installée, ça ne veut pas dire que, hop, du jour au lendemain, tout change. On voit bien que la ménopause, c'est quelque chose, c'est un continuum en fait. Ça démarre bien avant, ça s'installe plus ou moins lentement, et puis une fois que c'est installé, ben là non plus rien n'est figé en fait. On continue à avancer dans l'âge, dans les projets, dans nos envies, vers la fin d'une vie professionnelle. Enfin bref, des tas de choses. Mais néanmoins, tout ça est encore loin. Quand on considère que la ménopause s'installe en moyenne autour de 51 ans, la fin de la vie professionnelle, selon les réformes, ça va arriver 10 à 15 ans plus tard, hein, selon aussi le nombre d'années où on a déjà travaillé, le nombre de trimestres qu'on a réussi à glaner. Donc, c'est une période de transition qui est très longue. J'aime beaucoup ce mot de transition ou de métamorphose parce que pour moi, c'est vraiment de ça dont il s'agit. Mais j'aime bien le resituer dans la dynamique de la vie où finalement, on change tous les jours. Il faut arrêter de se dire, oui, il y a la vie génitale. Mais attendez, la vie génitale entre l'âge des premières règles, aujourd'hui 11 ans, à notre époque 13 ans,
Et 50 ans, il se passe quand même beaucoup de choses, c'est-à-dire 30, plus de 30 ans, plus de 35 ans. On n'a pas été les mêmes pendant ces 35 ans. C'est pas vrai. On n'est pas la même à 13, à 13 ans que à 48. On n'est pas la même à 25 à 40. On n'est pas la même. On bouge tout le temps et on n'est pas la même à 15 qu'à 25. Donc, c'est finalement, je trouve assez rassurant de se dire, mais au bout du compte, cet état-là, c'est juste un état de changement. euh, D'abord inéluctable, on est toutes concernées. Il n'y a pas une seule femme qui n'a pas sa ménopause ou qui n'est pas ménopausée un jour ou l'autre. Ce qui donne aussi tout de suite ce côté un peu de sororité autour du sujet. C'est-à-dire qu'au lieu d'en avoir honte, si on commençait à en parler avec sa mère si elle est encore là, pour lui dire, t'as eu, toi, maman, t'étais ménopausée à quel âge? Parce que ça peut donner un indicateur, une indication. Pas dire qu'il risque pas d'y avoir des accidents de la vie, genre un cancer ou quelque chose qui oblige à avoir une ménopause anticipée et chimique, médicamenteuse, mais en attendant, ça donne déjà un ordre d'idée. Si une maman n'est plus là, peut-être que c'est une tante, peut-être que c'est une grand-mère, peut-être que c'est... Mais je pense que c'est un sujet qui devrait rentrer dans la vie des femmes de façon beaucoup plus naturelle, beaucoup plus tôt. Et d'ailleurs, on n'est pas tous d'accord là-dessus, hein. Moi, je pense qu'il faudra en parler dès le collège, en fait, au moment où on parle de la vie, du début jusqu'à la fin. En fait, on saute cette période. On parle de la puberté, enfin, on parle de la naissance, on parle de l'évolution de l'enfant, on parle de la puberté, on parle des grossesses éventuelles, on parle des maladies transmissibles, sexuellement transmissibles, on parle de la vieillesse, de la mort, mais on ne parle pas de la ménopause, hein, comme c'est bizarre. Donc, ça veut dire que, en fait, sans la transmission familiale, sociale, ben, c'est un petit peu comme nos premières règles. Enfin, je ne sais pas exactement quel âge vous avez, Isabelle, mais moi, je suis vraiment d'une génération, et je pense qu'il y en a encore pour un petit moment, avant qu'on arrive à la génération pour lesquelles les mères ont parlé à leurs filles des règles, voire les pères ont parlé à leurs filles des règles. Nous, on est d'une génération où on ne nous parlait pas. Enfin, je ne sais pas vous, mais Ah non, on c'est, ne parlait pas. alors, je sais qu'il y a j'ai régulièrement des femmes qui me disent, mais si, moi, ma mère m'en a parlé. Oui, mais disons que globalement, en grande moyenne, c'est quand même un sujet qui était très tabou, qu'il l'est moins, qu'il l'est plus, enfin, qu'il l'est moins, on va dire, et tant mieux. Et j'espère que nos actions vont servir à détabouiser la ménopause. Donc, je pense que la première chose, c'est d'en parler et de se renseigner en fait, sans forcément se dire j'ai trop peur, je veux pas, ça arrivera bien un jour, pardon, je préfère pas en parler, je préfère pas en entendre parler. Je pense que si on comprend que ce qui nous arrive à un moment donné est à la fois très individuel, très particulier, très singulier. C'est pour ça que c'est intéressant pour une psychologue comme moi de s'intéresser à cette période. Si donc on est euh, au clair avec ce qui peut arriver, qui ne veut pas dire que ça va forcément nous arriver, euh, je pense que ça permet de poser les bonnes questions aux médecins, par exemple, qui ne sont pas toujours très au clair non plus, eux, avec la ménopause, pour lesquels ils ne sont, je parle des médecins généralistes, pour lesquels laquelle ils ne sont pas formés, ou même les gynécos peuvent avoir du mal à aller sur ce terrain en expliquant, en anticipant. En fait, on pourrait se dire qu'à 45 ans, les gynécos commencent à parler de ce qui va arriver à un moment ou à un autre dans les 5 à 7 années à venir. Mais non, en fait, ils n'en parlent pas jusqu'au moment où éventuellement la personne amène ses symptômes, mais comme elle ne sait pas les reconnaître, en fait, on est dans un truc qui n'amène à rien. Moi, si j'arrive chez le gynéco et que je dis, ben voilà, je vais jamais penser à dire à mon gynéco, j'ai des douleurs articulaires. Je vais peut-être lui dire, voilà, j'ai eu une infection urinaire, j'en sais rien, j'ai des douleurs à la pénétration, mais je vais jamais penser à lui dire, Les cycles irréguliers, c'est souvent un signe, voilà, mais c'est vrai. ah, Mm. mais je vais pas penser à lui dire, je dors hyper mal en ce moment, je comprends pas, avant je dormais super bien, maintenant je dors hyper mal. Je vais pas penser à lui dire, j'ai l'impression d'avoir 80 ans quand je mets le pied par terre en descendant de mon lit. Je vais pas penser à lui dire, je digère hyper mal, je comprends pas, j'ai mal à la tête quand je mange un repas un peu lourd le soir. En fait, tout simplement parce que la personne, elle n'a pas la capacité à associer tous ces symptômes en direction de ce qui est en train d'arriver et de bouger. Donc vraiment,
ça, c'est de manière purement pratique, c'est aller vers l'échange, libérer la parole, parce que c'est comme ça que se fera la révolution ménopause et qu'on fera tomber les tabous. Ce serait de se renseigner, s'informer. Donc maintenant, il y a quand même de plus en plus de livres, de podcasts, de choses auxquelles on peut avoir accès pour se renseigner. Et puis, d'oser poser les questions, de confronter d'une certaine manière son médecin en disant, mais moi, je veux avoir des informations, je veux savoir à quoi m'attendre, je veux savoir ce que peut me proposer la médecine ou à côté de la médecine. Est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il faut se faire accompagner, comment On a souvent aussi des burn-out à cette période de la vie chez les femmes et des dépressions, des taux de dépression qui sont augmentés, enfin des incidences de dépression qui sont augmentées vraiment autour de l'installation de la ménopause. Et pareil, ben ça, c'est peut-être quelque chose qui peut se régler autrement qu'en balançant des antidépresseurs. Oui, oui, Et oui. Oui, oui, là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est vrai qu'en France encore, au niveau médical, on a du mal à avoir ces informations, contrairement, à l'Angleterre, par exemple, où énormément de choses sont mises en place, pour justement renseigner les femmes à la ménopause. Et il y a vraiment j'allais dire des rassemblements de médecins, gynécos, psychologues, professeurs de yoga spécialisés en ménopause, naturopathes, et tout ça travaille ensemble, tous ces corps professionnels travaillent ensemble dans cette direction. En France, c'est encore un petit peu différent. Il faut vraiment faire cet effort d'aller chercher l'info, même si ça devient un peu plus facile grâce aux réseaux sociaux, où on peut trouver de l'information. Maintenant, il faut aussi faire attention. Voilà, il faut être sûr de l'info, et quitte à valider cette information auprès de professionnels, il vaut mieux parce qu'on entend quand même tout et n'importe quoi. Donc, c'est le danger des réseaux sociaux aussi, bien évidemment. à peu Et près. alors, justement, pour rebondir là-dessus, quels sont, d'après vous, dans votre expérience, les principaux malentendus que les femmes ont à propos de la ménopause, et comment on peut justement les dissiper? Ah bah, je crois que le premier malentendu, c'est le fait que elles ont, ah, il y en a plusieurs, ouais. Elles ont du mal à savoir quand, comment ça va arriver, ce que ça veut dire. Donc en fait, c'est un énorme malentendu entre les femmes et la ménopause. Il y a ce malentendu purement symptomatique, déjà. Il y en a un autre qui est un malentendu sociétal, c'est-à-dire que les femmes à 50 ans, elles sont en pleine possession de leurs moyens, de leur énergie, de leurs envies, enfin, elles peuvent être là-dedans. Elles ont aussi tout à fait la possibilité d'être dans autre chose parce qu'une fois encore, c'est très, très individuel et singulier. Ça aussi, c'est un malentendu, c'est-à-dire qu'on a souvent tendance, mais c'est pareil pour la grossesse, à penser que les autres vont vivre les choses comme nous. Et donc, euh, le moyen de le régler, ce malentendu-là, c'est de se dire que quand quelqu'un vient vous raconter quelque chose, il ne s'agit pas de le comparer à soi, à l'aune de ce qu'on a vécu soi-même, ou de ce qu'on a peur de vivre, ou de ce qu'on pense qu'on vivra pas, ou que sais-je, mais juste de l'écouter, en fait, parce que la plupart du temps, c'est ça dont la personne a besoin et d'être entendu. C'est-à-dire, ben, écoute, je suis vraiment désolée de ce qui t'arrive. Il ne s'agit pas de lui mentir. Si la personne dit, mais toi, tu as eu ça, ben, non, moi, j'ai pas eu ça, mais maintenant que tu me le dis, il y a peut-être des choses à côté desquelles je suis pas passée. Puis tu sais, j'ai entendu qu'il y a quand même 20% des femmes qui n'ont pas de symptômes. Une femme sur cinq, c'est quand même beaucoup. Donc, ça sert à rien de dénigrer ou de dire, oh là 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 là, mais c'est un truc naturel, c'est bon. Oui, il y a plein de choses qui sont naturelles et qui sont pas bons, Oui, non? exactement. Donc, faut arrêter, quoi. Le syndrome prémenstruel chez certaines femmes, c'est pas bon du tout. Et c'est pas parce que soi-même, on n'a pas ce problème que il faut nier la souffrance et la difficulté de l'autre. Donc, et c'est à quoi je pense. Il y a aussi ce malentendu de penser que c'est que un truc physique, la ménopause, et de pas comprendre que il y a aussi des choses dans notre euh, champ qui vont bouger, changer. Peut-être juste à cause de l'âge, vous voyez, pas à cause de la ménopause. Quand les enfants quittent la maison, c'est pas parce qu'on est ménopausé, c'est Mm. parce que
Ils arrivent à peu près à l'âge, et nous-mêmes à l'âge où ils sont en âge de quitter la maison. Mais comme ça arrive en même temps que ce moment où on se sent potentiellement plus vulnérable, potentiellement plus irritable, potentiellement plus à fleur de peau, voire avec des symptômes dépressifs ou une dépression, c'est vrai que ça vient aussi fermer un temps de vie. En fait, il y a des temps de vie qui se ferment à ce moment-là, mais pas que en lien avec la ménopause. Et là, on peut avoir tendance, et aussi un malentendu, à agréger tout ça en se disant, bah ouais, mais bon, voilà, la ménopause, ben non, mais juste, on a 50 ans. Il y a un autre malentendu, mais qui est positif, enfin, je pense, c'est que les femmes ne considèrent pas assez, je pense, la chance qu'on a d'avoir cet événement hormonal et physiologique qui nous oblige d'une certaine manière à rebattre des cartes à un moment où on le ferait pas forcément si on voit les hommes, mais ils rebattent pas les cartes. En général, les hommes, ils rebattent les cartes au moment où ils sont à la retraite. Et c'est pas forcément, et ça peut être dans la douleur aussi. Enfin, je parle comme tous les hommes n'ont pas l'andropause, si vous voulez, c'est pas un moment où on peut dire, ah ben, à ce moment-là, tous les hommes passent par un temps où ça brasse, ça bouge et il faut qu'ils revoient un peu les choses. Et moi, je trouve que c'est une vraie chance de pouvoir se dire, OK, ben là, les choses changent, mon environnement change, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui prend sens pour moi à ce moment-là de ma vie, dans quel rythme j'ai envie d'être. Et c'est ça que je vois beaucoup, c'est chez les femmes que je suis, c'est l'opportunité qu'elles font de ce moment de revisiter leurs priorités, de diminuer leur charge mentale, de s'occuper plus d'elles au sens de se donner plus de temps, plus d'espace, plus de choix, plus de projets. Et je trouve que c'est un malentendu dans le sens où on n'en parle pas suffisamment de ce côté-là. Il y en a un autre, c'est qu'on voit beaucoup la fin de quelque chose, mais on voit pas que c'est une libération des règles, du syndrome prémenstruel, parfois de l'endométriose et de ses douleurs qui régressent à ce moment-là, parfois de fibromes qui peuvent régresser à ce moment-là, de la contraception, du risque de grossesse, donc de l'obligation d'IVG, enfin quand on désire pas cette grossesse. En fait, on, on lâche aussi plein de choses qui n'étaient pas forcément très agréables à vivre. Oui, oui, ben là, je vous rejoins complètement. Et puis, je trouve que c'est un moment de notre vie où on est vraiment soi. C'est-à-dire, on arrête d'être forcément la fille de ses parents, la maman de ses enfants. Bien sûr, on reste la maman, mais on n'a plus cette obligation du quotidien. Et c'est vraiment un temps où on peut se dire, bon, ben voilà, qui suis-je finalement? De quoi est-ce que j'ai envie? Et comme vous l'avez très bien rappelé tout à l'heure, on passe quand même 40% de notre vie en ménopause ou post-ménopause. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ces années-là? Et aujourd'hui, heureusement, on vieillit beaucoup mieux, en meilleure santé, et on a des tas de choses extraordinaires à vivre. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le nombre de femmes qui, après 50 ans, se lancent dans des activités entrepreneuriales auxquelles elles n'auraient peut-être jamais songé auparavant. Donc, ça, c'est vrai que c'est un moment oui, de connexion à soi et de vraiment réfléchir, OK, j'ai beaucoup donné pour construire ma famille, mon job, je me suis occupée des parents vieillissants, etc. Maintenant, c'est mon tour. Moi, je le vis un peu comme ça. OK, maintenant, c'est mon tour et on peut devenir un petit peu sa priorité. Ça ne veut pas dire du tout être égoïste, mais un petit peu maintenant, eh bien, se replacer au centre de notre vie. Et nous, en tant que femmes, on a tendance à être un petit peu, à se placer bien, bien loin, bien après les autres. Donc, c'est pour ça aussi, c'est vrai que c'est un moment riche finalement dans la vie d'une femme. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est assez extraordinaire. Alors après, évidemment, hein, là, on est en train de parler en général parce que Oui, bien sûr. aider les parents, ça peut aussi arriver à ce moment-là. Mais d'ailleurs, tout comme dans l'aide aux parents, il y a quelque chose qui change dans le rapport statutaire parent-enfant. Souvent, les femmes disent, parce que c'est souvent les femmes qui sont aidantes plus que les hommes,
là aussi. Les femmes disent, enfin, il y a des hommes hein, quand même qui sont des aidants de leurs parents, mais je ne veux pas du tout nier ça non plus. Euh, les femmes disent, j'ai l'impression d'être le parent de mes parents, en fait, d'avoir une fonction presque de nourrissage, de prendre en charge leur vie administrative, éventuellement de devoir les placer, déménager leurs affaires, enfin bref, tout ce qui est extrêmement douloureux. Et donc, il y a une revisite à ce moment-là de cette place des parents qui ne sont plus les parents tout-puissants, mais qui deviennent totalement vulnérables, voire perdent complètement leur autonomie. Et je trouve très intéressant à ce moment-là de se poser aussi la question de quel rapport on a envie d'avoir avec ses propres enfants devenus adultes. Au lieu de se dire, bah, je suis là, je continue à être la maman, un peu toute puissante, j'attends ça et ça et ça. Finalement, ces adultes, jeunes adultes, ont peut-être eux-mêmes un avis, une envie du type de rapport qu'ils veulent avec leurs parents. Et je trouve que c'est assez intéressant de se dire, co-construisons notre relation d'adulte à adulte, abandonnons ce rapport un peu d'ascendance et de soumission. Hiérarchique. Ouais, un peu, bah, il y a un peu de ça quand même, hein. Tu me dois le respect, enfin, tu me dois plein de choses, je fais preuve d'autorité, enfin bon, donc il y a un côté quand même un peu ouais, d'ascendance et de soumission, contre lesquels souvent les jeunes d'ailleurs se révoltent à un moment ou à un autre dans leur adolescence. Mais je trouve qu'une fois passé cette étape d'adolescence et du jeune devenu adulte ou de la jeune fille devenue adulte, comment on peut imaginer et surtout co-construire. Et je trouve ça vraiment intéressant de se dire, mais si je pose la question à mon fils, à ma fille, et à l'un et l'autre, parce qu'ils peuvent aussi avoir des envies différentes, comment eux, ils imaginent, une fois qu'ils ont quitté la maison, qu'ils sont peut-être en couple, etc., comment ils imaginent que peut vivre notre relation dans l'avenir, et peut-être avec des étapes différentes, hein. Il est tout seul ou elle est toute seule, ensuite elle est en couple, ensuite elle a des enfants, etc. Mais dans un autre rapport que celui qui était induit par le statut parent-enfant. Et je trouve que c'est assez sympa de se dire, ah, mais ça, c'est un chouette projet dont je peux me saisir à ce moment-là et l'initier, le faire vivre et puis observer comment ça va évoluer et comment moi je me sens dans ce que j'avais posé comme étant mes besoins, comme étant mes envies et où est-ce qu'on s'est retrouvé avec l'un ou l'autre de nos enfants. Mm. Oui, c'est vrai que c'est un sujet très intéressant à aborder avec ses enfants, de cette co-construction. J'aime bien cette idée-là. Alors moi, j'ai deux grandes filles. Ben, vous voyez, elles se trouvent très bien à la maison parce que j'en ai une qui a quand même 29 ans et qui est revenue vivre chez papa-maman et elle s'y sent très bien. Bon, c'est un passage de vie, mais là aussi, c'est pas toujours où trouve-t-on sa place lorsque des enfants grands reviennent à la maison. Qu'est-ce qui se joue? Est-ce que ben, on reprend nos places de quand ils étaient ados? C'est un bouleversement aussi. Donc, c'est pour ça que je trouve cette idée de co-construction, quand on est dans ce cas-là, en plus que notre enfant revient vivre quelque temps à la maison, c'est intéressant de voir, pour que ça se passe au mieux, comment on peut co-construire cette relation. Très intéressant en tout cas comme perspective de réflexion. Et alors, Laurence, là, je vais changer un petit peu alors pas de sujet vraiment, mais on va partir dans une autre direction puisque vous êtes aussi diététicienne et psychologue, donc on l'a dit. Et justement, en tant que psychologue et diététicienne cette fois-ci, comment associez-vous la nutrition et le bien-être psychologique pour accompagner les femmes dans cette période de la ménopause? Ben, en fait, un petit peu comme dans toutes les autres périodes, enfin, quand j'accompagne les femmes, euh, l'idée d'avoir associé psychologie et diététique, c'était vraiment de pouvoir aider les personnes qui allaient venir me consulter, principalement des femmes, mais j'ai un petit peu des hommes quand même, les personnes qui allaient venir me consulter, de les aider à traverser leur vie de mangeur ou de mangeuse de la façon la plus libre possible, de la façon
la plus individuelle possible et de leur rendre leur, leur choix de mangeur, leur choix propre et pas, attendez, il faut que je tousse, je vais couper le micro 2 petites secondes parce que ça va pas être très agréable sinon. Début des allergies, toujours un peu compliqué. Oui, donc de leur rendre leur choix propre. Et je, pour ça, en fait, je fais avec eux l'état de comment ça va entre leur corps, leur alimentation et leur poids, et d'où ils arrivent et d'où elles arrivent. Euh, comment les choses se sont construites, souvent dans une relation conflictuelle entre ce corps, ce poids et cette alimentation, et comment on peut les libérer de cette relation conflictuelle pour trouver un chemin de mangeur ou de mangeuse qui soit le plus apaisé possible, et une relation au corps qui soit la plus apaisée possible. Souvent, ça passe par le fait de déconstruire des croyances, des injonctions, des dictates en lien avec il faut peser tant, il faut peser moins que son conjoint, il faut euh, manger moins qu'un homme quand on est une femme, il faut pas grossir, perdre ses kilos de grossesse ou pas en prendre trop parce que sinon après on pourra pas les perdre. Il faut pas se laisser aller sur le corps et le poids. J'ai mis des guillemets que ceux qui écoutent ne verront pas, mais j'ai mis des guillemets. Pas se laisser aller parce que sinon c'est la preuve que on prend pas soin de soi. En fait, je décorrèle, enfin je les aide à décorréler. C'est un accompagnement vraiment de l'ordre du cheminement psychologique autour de la question du corps et du poids. Je sais pas D'accord, si j'ai répondu à la question. bien. Si. Si, si, on comprend bien cette notion psychologique qui se cache derrière et, comme vous l'avez dit, et tout ce qu'on se trimballe finalement de ce qu'on a pu entendre autour de nous, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut pas faire. Si je fais ci, ça veut dire ça. Donc, je trouve que c'est intéressant de déconstruire justement, euh, j'allais dire, tout ce poids qu'on peut avoir dans la tête autour de l'alimentation et de notre manière aussi de se comporter face à l'alimentation. Donc, je trouve, oui, c'est très intéressant d'aller sur cette notion psychologique aussi. C'est ça. Et là, là où j'ai pas répondu, c'est particulièrement sur les femmes qui arrivent à cette période de la ménopause. Elles ont souvent une histoire de corps et de poids avec plein d'aléas. Elles ont peut-être vécu des maladies, elles ont vécu des grossesses, elles ont vécu des ruptures, des deuils, des dépressions. Enfin bref, elles ont vécu des tas de choses. Euh, chacune croit que c'est tout à fait normal ce qu'elle a vécu, mais en fait, c'est tout à fait singulier et particulier. Quasiment toutes les femmes que je vois en ce moment qui atteignent cet âge commencent par me dire, j'avais une mère qui était très, 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 euh, euh, comment dirais-je, focus, hein, oui, focus sur, sur son corps et son poids et qui m'a toujours mis la pression. Et quand je revois les photos de moi à 16 ans, 18 ans, 20 ans, quand j'ai fait mon premier régime, ben, je me dis que j'aimerais tellement être comme ça aujourd'hui, là où depuis, à force de régime, etc., j'ai pris 30 kilos. En fait, s'il fallait que je définisse une sorte de cheminement, enfin de personnage un peu, pas moyen, je sais pas comment dire, représentatif des femmes qui viennent me voir à cette période-là, c'est des femmes qui sont en désamour avec leur corps, en désaccord avec leur image, avec leur alimentation, qui sont complètement perdues dans tout ce qu'elles ont fait, suivi, parce qu'elles ont fait X régime, elles ont gardé des choses de chaque régime, alors un peu, elles des petits déjeuners pas, mais finalement leur petit déjeune depuis quelques années parce que elles ont fait un dernier régime qui a dit que elles ne mangent pas tel aliment parce que celui-là, non, non, c'est pas possible parce qu'il est devenu complètement diabolique. Elle se pèse tous les jours, elle se pèse plus du tout parce que c'est source d'angoisse totale. Et la plupart du temps, elles se dégoûtent et elles ont des mots très durs pour elles-mêmes, pour leur corps et pour elles qui ne parviennent pas à changer ce corps. Donc, c'est terrible parce que c'est encore un grand changement corporel, souvent un changement de schéma corporel. Ça ne veut pas forcément dire on va prendre du poids à la ménopause,
il y a beaucoup de femmes qui en prennent et on peut expliquer pourquoi. Mais en tout cas, le schéma corporel, il change. Même une femme qui prend pas de poids, elle dit par exemple, c'est bizarre, mon ventre n'est plus le même. J'avais jamais eu de ventre, j'avais le ventre plat, j'avais même le ventre en creux ou que sais-je, j'avais la taille très marquée. Et là, j'ai pris une sorte de bourrelet autour de la taille, ça s'est installé. Donc, le schéma corporel, il change. J'ai pris des joues, j'ai pris des bas joues, j'ai un double menton que j'avais pas, j'ai des bras qu'on grossit, j'ai des seins, j'ai pris une taille de poitrine. Enfin, je dis pas que c'est une même personne qui dit tout ça, mais c'est pour dire tous les changements. Donc, c'est encore un moment où il va falloir à nouveau faire évoluer son image corporelle qui ne reviendra pas à ce qu'elle était, parce que les tissus changent et que ça ne sera pas comme avant. Là encore, hein, il y a toujours des gens pour me dire, mais si, j'ai vu sur Instagram Ouais, une nana voilà. de 30 ans, et elle a fait du sport comme une dingue, et maintenant elle est hyper fit, et alors que 5 ans plus tôt, alors qu'elle avait que 45 ans, elle était beaucoup plus replète, etc. Oui, si on a l'intention d'aller faire de la muscu 10 heures par semaine non-stop pendant 3 ans, oui, on arrivera sans doute à ce corps-là. Après, Ce qui n'est pas chacun. forcément bien pour la santé de toute façon. Bah, faut Bon. voir, je sais même pas, mais c'est juste que la santé, c'est pas que la santé physique, c'est aussi la santé mentale et la santé sociale. Je suis pas sûre que ces personnes-là, ce qu'elles se sont imposées, ne les a pas désocialisées ou que ça n'a pas correspondu à un moment où, pour X raisons, elles avaient besoin de se réaliser là-dedans. Donc, c'est pas la majorité des personnes qui me parlent d'elles, même en dehors des consultations. Et puis moi, j'ai un biais de recrutement, c'est-à-dire que les gens avec qui je parle sont des gens qui viennent me voir parce qu'elles ont un problème avec ça. Mhm. Ça ne veut pas dire que tout le monde va avoir un problème avec ça. Ça ne veut pas dire que pour tout le monde, ça va être douloureux. Ça ne veut pas dire que tout le monde a fait des régimes. Voilà, bien qu'on sait que 70% des Oui, femmes, je crois qu'on est assez nombreuses dans ce cas. 70% ont déjà fait 10% des femmes ont déjà fait un régime dans leur vie. Donc, c'est quand même assez rarement un long fleuve tranquille, cette question du rapport au poids. Et alors justement, est-ce que à la ménopause, c'est une fatalité de prendre du poids? Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui forcément chacune va prendre du poids et est-ce qu'on peut limiter cette prise de poids? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des modifications à faire? Parce que je sais que c'est quelque chose qui revient très souvent. Euh, que j'entends, mais comment je peux faire? J'ai peur de prendre du poids, ou celles qui en ont pris, bah mince, comment je vais faire maintenant pour le perdre? Mm. Quel est vos conseils là-dessus? Alors, déjà, il y a trois variables majeures. Bon, enfin, quatre en vrai. Je vais les citer. Vous allez les retenir parce que moi, c'est sûr que je vais en oublier une en cours de route. Je, je compte sur vous. Donc, il y a une variable hormonale. Je vais Mhm. expliquer en quoi ça joue. Il y a une variable alimentaire. Il y a une variable activité physique. Et il y a une variable, on va dire, émotionnelle. Ces quatre variables, souvent, quand on aborde la question du poids, on se dit, qu'est-ce qu'il faudrait manger pour? Mais c'est qu'une des quatre variables. Qu'est-ce qu'il faudrait manger pour? Déjà, la question de la fatalité. Est-ce que non, il y a pas de fatalité puisque je le disais tout à l'heure, la ménopause est tellement individuelle et particulière, singulière, que non, ma mère n'a pas pris 1 gramme. Elle a 84 ans, elle a le même poids qu'à 32. En revanche, elle dit, oui, mais j'ai changé. D'abord, sa peau, la texture de sa peau a changé, forcément. Quand on regarde une photo d'une femme de 84 ans et la même femme en photo à 50 ans, on voit bien que c'est plus la même. Enfin, on a pris des rides, peut-être on s'est voûté, peut-être on s'est démusclé, peut-être on a la peau qui plisse. Alors, celles qui sont plutôt de format mince ont la peau qui se plisse plus et qui ride plus. Celles qui sont de format plutôt plus en chair vont avoir des bourrelets et trouver ça horrible. Et de la cellulite. Donc, On est très bref. contente. Oui, voilà. C'est difficile de toute façon, c'est quand même difficile d'être en accord avec son image quand on a passé sa vie à nous envoyer, enfin, quand on a passé notre vie à recevoir des images iconiques, que ce soit des actrices, des mannequins. Nous, on a grandi dans les années Oui, 80. avec toutes les euh, marques.
Dans les années 80, on est passé de Kate Moss entre 80 et 2000, enfin entre 70 et 2000, allez, en 30 ans. Moi, je suis née en 68. En 30 ans, on est passé de modèle à la Kate Moss, hyper androgyne, hyper pas de poitrine, Jane Birkin et compagnie, à Cindy Crawford, beaucoup plus athlétique, etc. Ou je ne sais plus comment s'appelait Claudia Schiffer, enfin voilà, un peu cette gamme de mannequins, à des mannequins à nouveau totalement androgynes, très très fines, avec des membres très fins, avec des hanches très étroites. Mais la morphologie des femmes, elle ne change pas en 30 ans. La morphologie des femmes, c'est leur morphologie. Et on est sur des siècles si on devait changer enfin, si on devait changer de morphologie. Quand on regarde les peintures des peintres du 19e, on a globalement des morphologies, le déjeuner sur l'herbe de Manet, des choses comme ça. On a des morphologies qui sont assez proches de la morphologie moyenne d'une Française d'aujourd'hui. On n'a pas changé. Rassurant. Comment? Qui est rassurant parce qu'elles n'étaient pas justement dans la maigreur et voilà. Ben non, elle Les n'était pas dans la maigreur, cheveux, d'autant plus que la maigreur, c'était un problème à cette époque-là. C'était des gens qui avaient plus de risques de tomber malade, de ne pas se sortir d'une maladie, donc de mourir précocement, etc. Donc, ce que nous dicte l'esthétique sociétale contemporaine, une contemporaine, pardon, l'esthétique sociétale contemporaine, euh, n'a pas de rapport direct avec ce que notre corps est capable de faire. Et c'est important aussi de connaître sa morphologie, parce qu'on peut se battre contre des hanches trop larges, une poitrine trop développée, contre des poignées d'amour qu'on a depuis ses 20 ans. Il y a assez peu de chances qu'on arrive à s'en débarrasser, même si on met tout ce qu'on peut en marche, à part avec la chirurgie esthétique, parce que je ne suis pas en train de faire du tout l'apologie de la chirurgie esthétique, mais voilà, il faut comprendre que sa morphologie de base, elle va quand même nous suivre un bon paquet de temps. Donc, se battre contre cette morphologie de base, c'est peut-être déjà du temps perdu, Mhm. et du temps et de l'énergie, de la charge, de la frustration. Euh, donc, hormonalement, on a des choses qui se passent. Je reviens à mes 4 paramètres. Hormonalement, on a des choses qui se passent. On a cette baisse des oestrogènes qui induit, cette baisse, une répartition des masses grasses différentes d'auparavant. En fait, on va avoir une installation de la masse grasse plutôt autour de l'abdomen, en lien avec le fait que ces oestrogènes ayant baissé, la testostérone qu'on a toutes étant restée au même niveau, ben, en proportion, relativement parlant, la testostérone a augmenté. La testostérone, c'est l'hormone masculine. Elle fait chez nous ce qu'elle fait chez les hommes, c'est-à-dire une installation du gras autour du ventre. Chez nous, c'est dégoûtant, c'est horrible, c'est affreux, c'est berk, il faut s'en débarrasser à tout prix. Chez les hommes, bon, c'est un petit bidon. Voilà, c'est ça. C'est moelleux, c'est mignon. Voilà, c'est mignon. Oh bah oui, mon père, il a un petit bidon. Moi, mes jeunes patientes, quand je leur demande de me décrire morphologiquement leur mère et leur mère, c'est je veux surtout pas devenir comme ça, elle a pris du ventre et tout. Leur peur, oh, le petit bidon de son âge. Voilà. Bon, donc on voit bien qu'on est dans une perception qui est très marquée sociétalement et par l'esthétique attendue, qui est la minceur, parce que la minceur, la jeunesse, c'est ça, être belle. C'est être mince, c'est être jeune. Donc, vieillir et ne plus être mince ou être moins mince, par Ouais, là, logique, on coche plus les cases. c'est ça, ça coche plus les Ouais. cases. Donc, hormonalement, il se passe ça. Les hormones qui diminuent induisent aussi une fonte musculaire. Or, le tissu musculaire, c'est ce qui consomme le plus d'énergie dans notre corps. Donc, quand ils font, eh ben, on consomme moins d'énergie et ils se transforment en tissu gras. Donc, on a tendance à moins dépenser d'énergie. Si on mange toujours au même niveau qu'avant, eh ben, on va forcément prendre du poids, stocker. Et puis, il y a une troisième chose avec les hormones, c'est que notre métabolisme, notre moteur interne, il, un petit peu, Alors, quoi. oui. Il est un peu comme bridé par ce manque d'hormones. Et donc, on le sent, on le voit, mais on l'identifie pas, on le lit pas. À ce moment-là, on est plus fatigable, on a plus de mal à récupérer, on a moins d'énergie, on se sent un peu stuck, quoi, un peu englué, un peu. Bon, bah, ça, c'est ce métabolisme qui a diminué.
Et ce métabolisme, ça dépense de l'énergie, en fait, ça dépense des calories, ce qu'on appelle le métabolisme de base. Pour faire fonctionner notre corps, on dépense des calories. Si ce métabolisme de base est moins gourmand, il dépense moins de calories. Donc, si on mange toujours de la même manière, on a tendance à stocker. Mhm. Donc, de là vient alimentairement parlant. Je viens de dire 2 fois, si on mange toujours de la même manière. Donc, on aurait tendance à se dire, que 2 fois j'entends dans des consultations, ma gynéco, elle m'a dit qu'il fallait manger 2 fois moins et bouger 2 fois plus. Ok, super. Ok, comment je fais ça quand par ailleurs je suis plus fatigable, quand par ailleurs j'ai des douleurs articulaires, quand par ailleurs, je sais pas, j'ai à gérer une crise conjugale, quand par ailleurs j'ai des émotions dans le chignon, quand par ailleurs j'ai la flemme, parce que là, j'ai des patientes qui me disent ça, c'est comme si j'avais la flemme. J'étais sportive, je bougeais, puis là, Ouais, ouais. j'arrive plus à me motiver, j'arrive plus à me. Donc, oui, en effet, faudrait bouger pour contrarier cette fonte musculaire, mais peut-être revoir la notion de bouger. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de bouger comme une dératée, à aller courir un marathon ou je sais pas quoi. On peut amener du mouvement dans son quotidien qui est peut-être plus doux, qui est peut-être plus en profondeur. Je sais pas, le pilates, le yoga, si on aime ça. Moi, je déteste. Mais dans ce cas-là, moi, ce que j'aime, c'est sauter sur une musique qui me plaît. Et ben, pourquoi je pourrais pas me mettre 3 morceaux de musique à fond le soir à la fin de mes consultes et me mettre à gigoter dans tous les sens. Oui, j'aurais bougé. C'est pas. Et puis, si je peux mettre dans ma semaine un moment de renforcement musculaire à proprement parler, parce que ça, c'est ce qui va nous faire gagner du muscle. En fait, notre santé, elle est considérée en dehors de la santé sociale, corporelle et psychologique, mentale. Notre santé corporelle, elle est considérée sur 4 aspects. La, le muscle, enfin la force musculaire, sur le cardio, en fait, qu'est-ce qui entretient mon cœur, qu'est-ce qui régénère mes muscles, qu'est-ce qui entretient mon cœur, comment je suis souple et comment je tiens en équilibre. Ça, sont les 4 composantes de la santé physique. Donc l'idée, c'est pas forcément de se dire, il faut que je mette tout sur le renforcement musculaire. Aller marcher, ça sert à rien. Si, si, aller marcher, c'est très bon pour le système cardiovasculaire. Et les femmes, leur premier risque de mortalité, c'est l'accident cardiovasculaire. C'est rien d'autre. Enfin, c'est rien d'autre. Il y a d'autres risques après, mais je veux dire, le plus fréquent, c'est celui-là. Donc, notre cœur, qui n'est plus protégé par les œstrogènes, ça va valoir le coup de lui donner un petit peu d'entraînement au quotidien. Mais une fois encore, danser, c'est du cardiovasculaire, faire du vélo, c'est du cardiovasculaire, marcher, courir, c'est du cardiovasculaire, faire du jardinage, c'est du cardiovasculaire. Enfin, voilà, on a plein de manières de faire, en fait, qui n'est pas que aller à la salle et aller pousser de la fonte. Donc ça, c'est les 3 composantes hormonales qui amènent donc, je disais, sur l'alimentation. Enfin, j'ai déjà parlé de l'activité physique Oui. parce que c'est important de comprendre que l'activité physique, elle va augmenter la dépense énergétique, donc elle va contrarier cette baisse du métabolisme. Mhm. Alimentairement parlant, la première chose à laquelle, une fois qu'on a fait le tri dans j'ai des compulsions parce que je me suis privée de tellement de choses, parce que j'ai des aliments diaboliques, parce que je gère mes émotions avec l'alimentation, une fois qu'on a fait le tri dans tout ça, c'est finalement se dire, mais mon corps, de quoi a-t-il besoin? Comment je sais de quoi il a besoin? On a des indicateurs qui s'appellent la faim et le rassasiement qui nous permettent de savoir de quoi notre corps a besoin. Et si on écoute cette faim, et moi je le fais faire à toutes mes patientes pour la première, enfin à l'issue de la première rencontre, elles reviennent quasiment toutes en me disant, je me rends compte que j'ai pas souvent faim, qu'en fait je me surnourris. Et donc en me surnourrissant, je donne plus d'aliments et d'énergie à mon corps qu'il ne peut en traiter et qu'il ne peut en utiliser. Et donc cette énergie que je lui donne en trop, il va la stocker. En fait, j'ai l'impression de me restreindre, de me priver, de m'empêcher de manger des trucs que j'adore, d'éviter de grignoter, de manger bien comme il faut et tout. Et pourtant, je ne maigris pas. Mais c'est normal puisque vous êtes surnourri. Vous voyez? Donc, cette dimension sensorielle, elle est
super importante à travailler parce que c'est elle. Moi, je suis incapable de dire à quelqu'un, il vous faut 200 grammes de féculents et 100 grammes de viande ou de poisson ou que sais-je. Non, je peux pas, je ne sais pas. D'ailleurs, on voit bien quand on a eu un bébé que même les bébés, ils mangent pas tous les jours la même chose. Des fois, ils laissent un quart de leur biberon, des fois, ils en font un et demi, des fois, ils laissent une partie de leur assiette. Pendant 3 jours, ils mangent rien. On est là, mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il mange rien? Ben, juste, il a un métabolisme qui est fluctuant, parce que ça, c'est normal, ça fait partie de la vie. Ça prouve qu'on est vivant. Donc, nous, il n'y a pas de raison que tous les matins, on mange la même chose, les mêmes quantités, tous les midis, on essaye de manger les mêmes choses, que tous les soirs, on essaye de manger les mêmes choses, parce qu'on est fluctuante aussi, et que si on suit ces fluctuations, on n'a pas peur de manger moins par moment, de manger plus à d'autres, notre corps va se réguler autour d'un poids qui sera son poids d'équilibre à ce moment-là de la vie. Oui, c'est intéressant ce que vous pointez là parce que c'est vrai que là aussi, on entend beaucoup de choses. Donc, on entend qu'il faut absolument faire le jeûne intermittent. Et on sait que pour certaines personnes, c'est vraiment très difficile parce qu'elles ont faim le matin, d'autres non. Et en fait, s'oblige à suivre des schémas tout faits qui sont pas du tout adapté à chacun d'entre nous. Donc c'est pour ça, je trouve que c'est vraiment intéressant que vous mettiez l'accent sur d'apprendre à s'écouter. Et c'est quelque chose dont je parle souvent dans mon accompagnement. On utilise un petit tracker. C'est pas du tout pour s'auto-flageller, mais pour noter quand est-ce que je mange. Est-ce que c'est l'envie? Est-ce que c'est l'ennui? Est-ce que c'est l'habitude? Parce qu'il y a ça aussi. Il y en a aussi, j'entends, mais on n'est pas des enfants, on n'a pas besoin de goûter. Bah, peut-être que si, on a besoin parce que on a cette sensation de faim, on est en baisse d'énergie et que on a fait du sport ou que sais-je. Donc, je trouve que c'est vraiment, mais tellement fondamental ce que vous dites sur le fait de s'écouter. Et ça, on l'oublie parce qu'on n'est plus connecté à nos ressentis et du coup, on écoute ce qui nous vient de l'extérieur et on ne s'écoute pas soi. Et ça, C'est je trouve ça. que c'est vraiment l'élément central en fait. Euh, c'est de s'écouter, oui. Ben oui, alors c'est l'élément central de l'approche que j'ai. Euh, Après, ce que me disent souvent les femmes, c'est que c'est difficile de s'entendre, d'entendre les signaux, parce qu'ils sont très souvent masqués, enfouis, rendus inaudibles par tout le reste. Il faut pas grignoter, il faut pas manger, il faut pas prendre de goûter, il faut pas prendre de petit déjeuner, il faut faire le jeûne intermittent. Le petit déjeuner est le moment le plus important de la journée. Il faut pas sauter de repas. Donc, par exemple, elles me disent, oui, mais si j'ai pas faim, je vais sauter un repas. Il faut pas sauter de repas. Et après, j'ai peur de manger n'importe quoi. Donc, en fait, tout ce travail-là, c'est vraiment, je tire un fil. Mais ce que vous avez dit est la base, c'est se réécouter, se reconnecter à soi parce qu'on est totalement déconnecté de ses besoins. Même, même de ses besoins spécifiques. Quand, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi j'ai plein de patientes et moi je le vis. Je me rends compte qu'il y a des jours où j'ai hyper envie de fromage, mais pas une envie gourmande de fromage ou d'un yaourt, enfin peu importe, d'un truc qui va m'apporter du calcium. Et peut-être que mon corps, il me dit, vas-y, amène un peu plus de calcium aujourd'hui, j'ai plus besoin. Ou d'une viande rouge, ou d'un boudin noir, ou de quelque chose qui va m'apporter du fer. Et là, à ce moment-là, ça va me faire super du bien. J'ai hyper envie de ça, alors que je peux passer 3 semaines sans avoir du tout envie d'un morceau de viande rouge. Donc, écoutez aussi ça, c'est renouer avec et faire confiance à son corps pour nous indiquer de quoi il a besoin. Mm. Après, moi j'entends aussi souvent à la ménopause, il faut manger plus de protéines. Oui. Donc les protéines, c'est ce que vont apporter les viandes, les poissons, les œufs, les crustacés, les coquillages, la charcuterie. Évidemment, il y a des protéines dans les féculents, dans les légumes secs comme les lentilles, les pois chiches, les haricots blancs, les haricots rouges. Elles sont pas de même nature, donc elles sont moins bien absorbées quand elles sont issues du végétal que d'un animal. Donc, je mets dans les protéines d'origine animale aussi tout ce qui est à base de lait d'animal et le tofu, puisque lui, il a la chance d'être
aussi bien absorbé, d'avoir des protéines qui sont aussi bien absorbées que la viande, ou le quinoa d'ailleurs, que la viande. Voilà. Bon, maintenant, si on raisonne protéines en règle générale, maintenant qu'on a dit où est-ce qu'il y en avait, euh, c'est pas du tout utile de manger plus de protéines si en face, vous n'avez pas une activité physique qui permet de refabriquer des fibres musculaires. C'est-à-dire que se dire, je vais lutter contre la fonte musculaire en mangeant plus de protéines, non, s'il n'y a pas une activation de ces muscles qui vont donc se dégrader, s'abîmer et construire de nouvelles fibres musculaires parce qu'ils auront été entraînés de façon suffisamment active. Donc, dire juste, il faut manger plus de protéines, aucun intérêt. En revanche, dire, si vous faites une activité physique, ce qui est recommandé à ce moment-là de la vie, avec renforcement musculaire, mais bon, globalement, on va dire une activité physique, oui, manger un peu plus de protéines pour contrarier la fonte musculaire et ainsi pouvoir régénérer du muscle. Après, il y a l'histoire du calcium, parce que un des risques de la ménopause et du vieillissement du corps, c'est, mais surtout de la ménopause, et là, parce que encore une fois, on n'est plus protégé par nos œstrogènes, c'est d'avoir un apport en calcium suffisant pour contrarier la déminéralisation des os et donc de les rendre fragiles. On connaît le nom, on en a entendu parler, on a parfois entendu des vieilles tantes et tout ça en parler. C'est l'ostéoporose. Et l'ostéoporose, c'est des risques de fractures parfois carrément spontanées. Oui, Donc, c'est quelque chose à surveiller, notamment quand on est en état de maigreur, même constitutionnelle, c'est-à-dire les femmes les plus fines sont aussi plus sensibles à l'ostéoporose. Quand on est très sédentaire, quand on a des risques, parce qu'on a une mère, une grand-mère, une tante qui ont souffert d'ostéoporose, ça vaut le coup de demander là aussi à son médecin d'aller vérifier ce qui se passe. Alors après, l'os, il se construit dès la naissance, hein, donc on va pas pouvoir tout régler à coup de produits laitiers, mais ou d'algues ou de crucifères ou d'eau qui contiennent beaucoup de calcium. Mais néanmoins, c'est quand même une bonne idée d'avoir un apport de calcium un peu renforcé à ce moment-là de la vie et de vitamine D qui a entre autres pour fonction de venir aider, enfin de venir fixer le calcium sur les os. Donc, cette fameuse vitamine D dont on dit souvent qu'il faut se complémenter parce qu'on n'a pas suffisamment de soleil, nous, et de rayons lumineux au fil de l'année, ouais, c'est important de se complémenter parce qu'on ne va pas la trouver suffisamment dans l'alimentation. Et enfin, des produits qui contiennent des oméga 3 pour la santé cardiovasculaire, parce qu'on en manque beaucoup dans notre alimentation. Si on n'aime pas les petits poissons type sardines, maquereaux, harengs, ce genre de choses, ou des algues qui peuvent contenir beaucoup d'oméga 3, mais on n'en a pas beaucoup en France, on n'a pas beaucoup cette culture de manger des algues. C'est vrai que là, dans ce cas-là, il vaut mieux se complémenter parce qu'on n'arrive pas à trouver sinon suffisamment d'oméga 3 qui vont contribuer à la fluidité sanguine, à l'élasticité des, des artères, enfin des vaisseaux sanguins, voilà, je cherchais le mot, des vaisseaux sanguins. C'est vrai que les oméga 3 vont contribuer à une meilleure santé cardiovasculaire. Et après, on ne peut qu'engager à manger des produits végétaux qui vont amener des vitamines, des minéraux qu'on ne va pas forcément trouver ailleurs, et des antioxydants qui vont aider, contrarier l'oxydation naturelle du fonctionnement des cellules et du vieillissement des cellules. oui. Globalement, en fait, c'est assez simple dans le sens. Ça a l'air compliqué là quand je dis tout ça, mais parce que j'explique chaque chose. Mais Oui. en fait, globalement, c'est à peu près la même chose que ce qu'on a, d'ailleurs, de ce qu'on préconise sur tous les âges de la vie. Enfin, cette alimentation plutôt saine, végétale, variée, avec des belles couleurs dans l'assiette. En fait, on va retrouver les mêmes choses, quoi. Voilà, oui. Mhm. Ah, peut-être aussi parce qu'on n'a pas de préconisation pour cette période de la vie. Oui, En fait, c'est pour ça aussi que du coup on se pose beaucoup de questions parce que comme vous dites, on en parle pour quand même il y a des campagnes pour l'adolescence, comment bien se nourrir dans cette tranche de vie-là, puis après pour une femme qui va enfanter, mais
après, ça s'arrête. Comme si, après, on a quand même ces fameux régimes à tour de bras, parfois assez loufoques. Et puis, après, il n'y a plus rien. Donc, du coup, c'est vrai qu'on se pose pas mal de questions et on pourrait être attiré par des régimes un peu farfelus qui peuvent faire plus de mal que de bien et qui dégradent aussi l'image qu'on peut avoir de soi. Parce que, vous le disiez tout à l'heure, parfois, ça dépend de notre constitution et on peut faire tout ce qu'on veut, on ne va pas maigrir. Et si on entame des régimes extrêmement restrictifs et qu'on voit qu'il n'y a pas de résultat, ça va entamer encore plus la confiance, l'estime de soi et le rapport qu'on a avec son corps. C'est Donc, ça. au lieu d'être un petit peu ami avec son corps et faire équipe, on va être en dualité, et on va le rejeter, on va, comme vous disiez, on a des paroles mais absolument affreuses envers soi, envers son corps, etc. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important cette alimentation et la dédiaboliser. Et c'est pour ça quand j'entends des fois, ah, mais vous n'êtes pas des enfants, vous n'avez pas besoin de goûter. Si un jour j'ai envie, si un jour j'ai envie de manger ce gâteau, et de pas culpabiliser après, d'apprécier ce moment. Je dis pas qu'il faut le faire tous les jours, mais justement, si on se l'octroie de temps en temps, de se dire, waouh, là, je me fais un petit cadeau, je me fais un vrai plaisir, et pas se dire, oh là là, j'ai envie, mais je vais prendre encore, etc. Non, quitte à le faire, autant bien, bien l'apprécier. Donc, Ce dont vous parlez, c'est vraiment le côté, la dimension émotionnelle de l'alimentation, où on va parfois aller chercher dans l'alimentation quelque chose pour se faire du bien. Et on a dit que cette période de la ménopause, c'était une période de vulnérabilité émotionnelle aussi, ou de chamboulement émotionnel, d'irritabilité, de pleurer, en fait, de chamboulement hormonal, un peu comme parfois on a pu connaître au moment des grossesses où on se retrouve à être un peu hors de soi, en fait, dans les réactions. Et, euh, et la fatigue et le mauvais sommeil, enfin, selon les symptômes qu'on a de cette installation de la ménopause, on peut avoir tendance à aller chercher aussi dans l'alimentation des choses qui nous font du bien. Et c'est rarement des haricots verts et des pommes qui nous font du bien par une physiologie d'ailleurs, hein, c'est que quand on mange du sucre, on a réellement le circuit de la récompense et ces hormones qui nous régulent l'humeur et qui nous soulagent, qui se mettent en marche, un peu comme quand on fume une cigarette. Pas en train de dire qu'il faut fumer non plus, mais ce que je veux dire, c'est que souvent les femmes se sentent coupables de ressentir un mieux-être lorsqu'elles mangent quelque chose, notamment de sucré ou de salé, féculents salés, enfin, je sais pas, des chips, des machins comme ça, ou du pain avec du fromage. Enfin, bref, on a un apport de glucides qui va enclencher cette cascade d'événements biochimiques et hormonaux qui va amener à nous sentir mieux par la production d'une hormone qui s'appelle la sérotonine. Euh, c'est réel, en fait, c'est physiologique, c'est pas une vue de l'esprit. Elle s'invente pas un mieux-être. Le problème, c'est que souvent, ce mieux-être, il est tout de suite suivi d'une culpabilité parce que j'aurais pas dû manger ça, c'est n'importe quoi, c'est mal, je le sais que ça fait grossir, blablabla. Et donc, derrière, il y a ce dont vous parliez, l'estime de soi qui en prend un coup parce que l'estime de soi, c'est je suis nulle, j'y arriverai jamais, j'ai pas de volonté. pas de volonté, ma copine a réussi et moi j'y arrive pas. Pourquoi elle n'a pas pris de poids et moi j'en prends? Faut pas que je m'étonne, je suis dégueulasse. Je vais finir comme machine, machin, ma mère, mon truc, mon machin. Enfin bref, des images parfois repoussoires pour la personne. Donc voilà, on est dans des moments où il faut aussi laisser la place à ça. Mais en fait, toute la vie, il faudrait laisser la place à ça pour avoir un rapport harmonieux avec son alimentation. En fait, le plaisir de manger, il fait partie des fonctions de l'alimentation. Il y a trois fonctions à l'alimentation, se nourrir, partager, transmettre, une fonction sociale, une fonction donc nutritive, sociale, et la dernière, c'est la fonction hédonique, celle qui apporte du plaisir, celle qui fait plaisir, celle qui fait du bien. Donc, nier ça, là encore, hein, c'est pas tout le monde, il y a des gens pour qui c'est pas du tout une ressource, mais nier pour celles qui en ont besoin la béquille que ça représente, c'est se mettre, c'est devoir prendre sur soi à certains moments et à d'autres moments être dans des moments vécus comme des craquages, comme des lâchages qui sont très douloureux pour la personne.
Oui, oui. Oui, et c'est vrai qu'il faut remettre, et puis je pense qu'il faut remettre de l'apaisement en fait dans notre relation à l'alimentation. On n'est pas toujours très serein face à l'alimentation, alors que, comme vous disiez, ça a une fonction nutritive. On devrait déjà être, ne serait-ce que pour cette raison-là, tout simplement, être plus apaisé. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Et alors, justement, ça va me faire un super lien pour ma prochaine question, parce que avec cette histoire de poids, donc évidemment, sous-tend l'idée qu'il faut rester mince, etc. Voilà, on n'a pas le droit en tant que femme hein, de, de vieillir, contrairement aux hommes qui, lorsqu'ils vieillissent, ah, ils gagnent en charme, ah, il a un charme fou, ses rides au coin des yeux, ça lui donne beaucoup de charme. Nous, il faut vraiment qu'on reste lisse, un peu figé. Dans nos sociétés, en tout cas nos sociétés occidentales, parce que c'est pas toujours pareil ailleurs. Bah, les femmes souvent ménopausées, donc celles qui ont plus de 50, 55, voire 60 ans, elles sont mises au rebut. Dans d'autres civilisations, comme je disais, ce n'est pas le cas. Et comment on peut changer ce regard? Alors bien sûr, ça passe par le côté physique, hein, bien aussi, mais aussi, contrairement à d'autres civilisations où les femmes vont être, leur compagnie en tout cas, va être reconnue pour leur sagesse. Et dans nos sociétés occidentales, on ne voit que le côté physique. Et comment on peut justement, bah nous en tant que femmes, hein, peut-être être actrices de ce changement aussi, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ce regard? Alors, moi, je crois beaucoup au fait que ça va partir des femmes. Euh, on attend toujours que les autres changent pour quelque chose qui nous serait bénéfique, mais en réalité, c'est parce que nous, on va changer. Déjà, on va changer notre regard sur nous et sur le vieillissement des femmes, parce que quand j'entends des réactions de rejet autour de cette question de la ménopause, et j'imagine que vous entendez les mêmes, vous vous en parliez tout à l'heure là en intro, mais pardon, quand j'entends des réactions de rejet, elles viennent pas que des hommes, voire même les hommes sont peut-être plus effrayés un peu par cette terre inconnue, mais les femmes, elles sont parfois très dures envers elles-mêmes et envers leurs sœurs euh, et leurs attentes. Donc, je pense que la première des choses, c'est nous de changer notre regard sur le vieillissement. Il y a certaines femmes, vous en faites partie, j'en fais partie, des femmes plus connues, plus exposées, qui font leur part de boulot aussi en exposant justement des corps, des visages qui ne sont pas lisses, lissés, qui euh, assument, et je pense à des comédiennes, je pense à des femmes sur les réseaux sociaux qui qui familiarisent notre œil et ceux de toute la société, hein, notre œil avec des physiques qui évoluent. Pendant longtemps, on a pris des comédiennes qui avaient 40 ans pour jouer des femmes de 60. On n'exposait absolument pas des images de femmes plus vieilles de 70 ou 80 ans. Ou alors c'était Mamie Nova, quoi. Enfin, c'était vraiment un côté très image d'épinal de la grand-mère. Je crois que ça, ben, parce que notre longévité est plus importante et notre longévité en bonne santé est plus importante, ça permet aussi d'exposer d'autres images et d'autres femmes et d'autres corps et d'autres. Ça, je crois beaucoup à ça, au fait que notre œil, il a besoin de rencontrer des images qui lui permettent d'ouvrir ses référents. Et après, il y a des femmes qui disent on est invisibilisé dans notre société occidentale, enfin, et française, on est invisibilisé à partir de 50 ans. Moi, je pense que je ne sais pas exactement ce que veut dire invisibiliser. Je sais que, par exemple, les femmes dans les... J'avais discuté avec des RH qui me disaient, mais en fait, les femmes à 45 ans, on leur dit, vous êtes senior. Elles disent OK. Elles se font toutes petites et elles se disent j'espère que ça va passer. Et bon, quand on dit à un homme à 45 ans, vous êtes senior, en général, il dit où est l'équipe que je vais manager? Quelle est ma promotion? Enfin, je veux dire, ils ont une attitude par rapport à cette seniorité qui est beaucoup plus vindicative et avec une posture vraiment de voilà, maintenant je suis un vieux sage.
Donc, je pense que nous, on a besoin de changer ça aussi. C'est-à-dire, il faut qu'on arrête d'être les gentilles petites bonnes femmes qu'on met dans un coin, dans une case, qui débordent pas trop, qui avons un plafond de verre depuis la nuit des temps, qui avons fait les enfants et avons contribué à ce que ces enfants se développent au détriment de nos envies professionnelles, de nos envies de carrière ou d'entrepreneuriat, etc. Donc, je pense qu'à un moment donné, nous, il faut aussi qu'on se défasse de ces chaînes pour se dire, mais en fait, dans quoi j'ai envie de me réaliser, pas qu'est-ce que la société attend de moi. Moi, j'ai commencé à faire du théâtre il y a 2 ans. Ça m'éclate complètement. Je ne deviendrai jamais une professionnelle dans le théâtre, mais ça m'éclate complètement de le faire dans l'environnement dans lequel je fais. Je me réalise là-dedans. Euh, je pense qu'on peut toutes renouer avec des anciennes amours artistiques, associatives, musicales, d'écriture, de choses qui nous ont animés à un moment donné dans notre vie et qui pourraient retrouver une place à ce moment-là et nous permettre d'exister non pas dans l'œil des autres et dans le désir des autres, ça s'appelle la désirabilité sociale, c'est-à-dire je veux être reconnu, validé, apprécié par l'autre, mais déjà pour être reconnu, validé, apprécié par soi-même. Et quand on est reconnu, apprécié, validé par soi-même, quel que soit l'âge et quel que soit le corps, on se rend compte qu'à ce moment-là, l'autre devient un non-élément. C'est-à-dire que si moi je m'aime, si moi je me suffis, si moi je me valide, si moi je pense que je suis très bien dans ma vie comme ça, bizarrement, les autres vont me renvoyer le fait que je suis très bien dans ma vie comme ça. Oui, on prend sa place, sa posture, on incarne celle qu'on veut être, quoi, et celle qu'on est. Mm. Et l'autre le prend comme tel. Mhm. En revanche, devant quelqu'un qui va dire, mais est-ce que tu me valides? Est-ce que tu penses que je suis bien au niveau pour? Est-ce que tu crois? Oui, mais moi, j'ai pas la rétribution ou la valorisation attendue, ou mon chef, il est comme ça, etc. Là, on se met en vulnérabilité, en fragilité, en risque, parce qu'on n'a pas une estime de soi suffisante, parce qu'on n'arrive pas à se réaliser, et ben, on risque d'être en Mhm. effet, mise de côté, comme invisibilisée. En effet, on n'existe pas pour l'autre, mais parce qu'on n'existe pas suffisamment pour soi. Ça part de soi d'abord. Mhm. Oui, moi je crois que la société, on la fera changer parce que ça va partir de nous. Mhm. On ne peut pas attendre que la société elle change comme ça du jour au lendemain. Là aussi, la révolution ménopause, ça a un côté, pour moi, c'est des maillons. On est tous des maillons, et essentiellement les femmes, et parfois on a des hommes qui sont des alliés et qui réalisent ce qu'on traverse et tout. Et ça, c'est trop cool qu'ils soient alliés. Mais ça va vraiment beaucoup partir de chacune de nous. Oui, je crois aussi. Il faut vraiment s'affirmer un petit peu plus et apprendre encore une fois à s'aimer. Je crois que ça part aussi de là. Donc, ce qui n'est pas quelque chose de naturel et de facile, mais ça se travaille. Et Oui, alors, oui, justement, quand vous disiez qu'il faut que ça vienne de soi, etc., vous avez co-créé un événement qui s'appelle la Ménopause fait son cinéma. Et ben, j'aimerais bien que vous nous en disiez deux mots. Qu'est-ce que c'est que ouais. ce projet-là? C'est un très bel événement, la Ménopause fait son cinéma, dont je suis très fière d'être en effet co-organisatrice avec 4 autres femmes. En fait, on l'a imaginé, on est 4 à être en âge d'être ménopausée et une toute jeune qui fait le lien avec le reste du monde, justement, parce qu'on voulait que ce soit un événement qui soit ouvert aux femmes, aux hommes, aux jeunes, aux professionnels de santé, en fait, à tous ceux qui avaient un intérêt par rapport à ça qui est la ménopause. Cet événement s'appelle La ménopause fait son cinéma. Et en fait, l'idée, c'est dans des salles de cinéma, de villes plutôt de taille moyenne, on est passé à Bayonne, à Cagnes-sur-Mer, à Villefranche-sur-Saône, à Besançon, à Metz. On va être à Rouen le 3 avril, on sera à Bordeaux le 17 avril, et ce sera la fin de la première saison de la Ménopause fait son cinéma. On aura fait 10 dates en tout. L'idée, c'était de convier les femmes, les hommes et tous ceux que ce sujet intéressait dans une salle de cinéma pour une soirée avec une projection d'un film documentaire sur la ménopause
et des intervenants dont j'ai fait partie, des gynécos, enfin des gens qui pouvaient, dans des grands moments d'échange qu'on voulait avoir avec la salle, tout ça animé par une journaliste, donc avec un côté bien fluide, bien, vous voyez, où elle va chercher un peu les gens, les témoignages, les questions et tout ça, donner la parole, respecter le temps. Bref, c'est une grande soirée où il y a des vrais temps d'échange entre la salle, parfois entre la salle et la salle d'ailleurs, des femmes qui se répondent, ou la salle et les intervenants, de manière à ce que, à l'issue de cette soirée, et c'est ce qu'on ressent et c'est ce qu'on voit et ce qu'elles nous disent et c'est génial, c'est que elles soient mieux informées, qu'elles aient envie d'en parler, qu'elles se sentent plus seules, qu'elles aient vu que dans toute une salle, ben, il y a des femmes qui partagent des choses avec elles, d'autres qui témoignent d'autres choses. Donc, ça leur permet de se positionner dans un corpus de femmes qui vivent toutes ou ont vécu ou disent ou ont pris des médicaments, ou n'en ont pas pris. Enfin bon, bref, on a vraiment toutes sortes de témoignages et l'idée, c'était qu'elles ressortent en se disant, je peux être actrice de ce moment de vie. Je sais maintenant quelles questions poser à mon médecin. Je vois quelles sont les perspectives par rapport à mon corps, par rapport à... On aborde en fait un peu tous les sujets qu'on aborde aujourd'hui avec vous. Mais je comprends mieux ce que je peux faire. J'ai des réponses par des professionnels de santé, en l'occurrence quand c'est une gynéco et moi, ou on a une intervenante aussi qui s'appelle Juliette Moreau, qui a monté une application euh, autour de la santé intime des femmes à tous les âges dans la ménopause. Donc la santé intime, la santé sexuelle, enfin tout, on a zéro tabou, on aborde toutes les questions et on est très honnête aussi, on n'est pas de conviction, on est vraiment là pour dire, voilà, cette question, elle est ouverte, ça vous appartient, ça, il faudrait aller voir ça, voilà comment mieux gérer votre santé, votre corps, comment, quoi faire, mais en même temps, si ça, c'est pas possible, il y a d'autres solutions comme ça, des solutions alternatives qui sont pas forcément toujours médicales et médicamenteuses. Et, et voilà, et donc on fait là aussi notre petit bout d'action pour ramener la ménopause dans le paysage public, pour informer, comme on a aussi toute une campagne de presse autour de ces événements, ben, ça veut dire que même si les femmes ne sont pas là, elles en entendent parler dans le journal, elles en entendent parler à la télé, elles en entendent parler à leur radio locale. Et je trouve que c'est assez magique de voir l'effet bénéfique que ça peut avoir. Mm. Ah oui, bravo à vous. Vraiment, c'est un très très beau projet. J'espère que je pourrai venir assister à une projection. Euh, et je termine toujours par cette question. Si vous aviez un rituel bien-être ou beauté, est-ce que vous acceptez de le partager avec nous? Alors, le mot rituel, chez moi, c'est compliqué. Alors, j'ai pas de rituel beauté. Donc, enfin, en tout cas, j'imagine qu'un rituel beauté, c'est un truc qu'on fait tous les jours ou je sais pas quoi, quelque chose comme ça. Ou non, pas forcément d'ailleurs. Ça peut être. Non, pas forcément. C'est quelque chose, voilà, qu'on aime bien faire, qui nous fait du bien. Ouais. Alors, dans ce cas, j'ai un rituel. C'est quelque chose qui est très, pour moi, qui est un truc de détente et qui m'accompagne depuis que j'ai 20 ans, en fait, que j'avais appris dans un stage que j'avais fait au Québec et on m'avait appris la respiration au carré. C'est-à-dire que dans tous les moments où, par exemple, quand je dors pas bien, ou que j'ai du mal à m'endormir, ou que j'ai un truc qui mouline et qui rumine et qui me stresse, ou quand je dois, je sais pas, aborder une émission de radio, hein, une situation où je vais être mise un peu exposée, mise sur le devant de la scène pour me calmer et pour me sentir plus détendue, mieux oxygénée au niveau du cerveau, pouvoir prendre ma respiration sans être parce que je suis stressée. Je fais une respiration en 4 fois 4 temps. Je la décris rapidement. Si vous voulez. Donc, c'est 4 secondes, j'inspire sur 4 secondes, mais pas.
Et après, je compte 4. Non, non, j'inspire, j'essaye de Clairement. maintenir mon inspiration sur 4 secondes. Et pour compter 4 secondes, je compte un hippopotame, deux hippopotames, trois hippopotames, quatre hippopotames. Parce que hippopotame, ça prend une seconde à dire. Donc, j'inspire pendant 4 secondes, je bloque ma respiration pendant 4 secondes, j'expire aussi sur 4 secondes tout doucement. Et ensuite, je bloque pendant 4 secondes et je recommence ça en tout 4 fois. Et ça, pour moi, c'est magique. Mon petit outil là qui m'accompagne tout le temps, partout, hyper discret à faire, hyper rapide. Ça prend 1 minute 16 ou 1 minute 06, je sais plus, j'avais calculé. Je suis revenue, j'ai passé un oral, quand je suis revenue de ce stage au Québec, j'ai passé un oral pour entrer dans une école que j'ai eue. J'ai fait mes hippopotames et ça ne m'a jamais lâché. Et voilà, c'est mon outil. Je ne sais pas si c'est un Oui, rituel, mais oui, oui, si, si. Et puis, bon, c'est très efficace. C'est une respiration qu'on fait aussi dans mon accompagnement, en moment soit de stress, soit quand on a besoin de calmer le cerveau qui part dans tous les sens. Voilà, ça. ça permet de vraiment, bah, justement, revenir à soi et le fait d'être obligé de compter. Du coup, le cerveau, il est focalisé sur quelque chose. Que notre cerveau, il n'aime pas ne rien faire. Il n'aime pas le vide. Et du coup, ça permet de calmer. Et je trouve que c'est super de l'utiliser justement avant un événement qui peut générer un peu de stress. Donc, bah, merci d'avoir partagé ça avec nous. Et juste encore pour terminer, Laurence, donc si on a envie d'être accompagné par vous, est-ce que vous proposez aussi des visios? Comment ça se passe en fait pour vous trouver? Bien sûr, je mettrai tous les renseignements dans les notes de l'épisode, mais là déjà, est-ce que vous pouvez nous dire Bien comment... sûr. Alors, en fait, moi, ça fait 20 ans que je suis psychologue diététicienne. J'ai longtemps travaillé en face à face, comme tout le monde. Et puis, j'ai quitté Paris, j'étais à Paris, j'ai quitté Paris pour Bordeaux, puis maintenant je suis dans le Périgord. Et donc maintenant, je ne travaille plus qu'en téléconsultation. Je prends des patients tout le temps, nouveaux, pas nouveaux, je les suis pendant un certain temps. Puis à un moment donné, quand pour eux c'est bon, ou que ça ne le fait pas, ou que, parce qu'il y a aussi ça, il ne faut pas toujours rendre complètement magique la relation thérapeutique, elle s'installe parfois et parfois pas. Et c'est comme ça, c'est qu'on n'est pas la bonne personne au bon moment pour la personne qui cherche une ressource. Et donc, on me trouve sur Doctolib, doctolib.fr. Sinon, j'ai un site internet qui s'appelle Laurence Aura avec un H et un T. D'ailleurs, j'ai entendu que vous disiez Aurat. Euh, Oui, alors excusez-moi, oui, j'ai non, écorché votre nom parce que figurez-vous que c'est un nom béarnais. oui, mon grand-père était béarnais. Voilà, et moi je suis dans le Béarn. Donc c'est vrai, je me suis dit, tiens, alors, instinctivement, je l'ai prononcé comme ça, Aurat à la béarnaise. Bon, ça sera en hommage à votre grand-père, du coup. Puis j'adore mon nom, donc c'est pas du tout un problème. Et d'ailleurs, je me suis dit, tiens, elle doit être dans le Béarn ou dans le Pays Oui, Basque. exactement, Il n'y a que exactement. là qu'on le prononce avec le T, qui Bon, s'entend. c'est Aurat. Mais donc, il y a un H et un T, H-A-U-R-A-T. Et laurenceaura.com, donc j'ai un site internet qui renvoie sur Doctolib. Et puis sinon, j'ai aussi la psy des kilos. Donc, si on met ou mon nom ou là, il y a des underscores, des Oui, je tirés du. mettrai tout de Ouais, toute façon. voilà, la psy des kilos. On me retrouve comme ça sans aucun problème. Bien, ben, en tout cas, Laurence, vraiment, mais un immense merci d'avoir pris ce temps. C'était passionnant cet échange. Donc, vraiment, un grand, grand merci à vous. Et puis, à toutes celles qui ont écouté cet épisode, je vous dis à très vite pour une nouvelle écoute.